Le 29 mars 1742, au cœur du Mexique colonial, les autorités espagnoles firent une découverte qui défiait toutes les lois de la nature et de la compréhension humaine. 4 enfants issus de l'une des familles les plus prestigieuses de Puebla avaient été retrouvés enterrés vivants dans des tombes de pierre scellées sous leur propre maison, placées là par Carmen, la servante mulâtresse de confiance de la famille, qui s'était occupée d'eux pendant 6 ans. Mais lorsque les enquêteurs ouvrirent ces tombes improvisées dans le sous-sol du manoir, s'attendant à découvrir des cadavres en décomposition, ils entendirent quelque chose qui glaça leur sang, la respiration douce et régulière de 4 enfants encore en vie. Qu'est-ce qui avait poussé une femme à ensevelir les enfants même qu'elle aimait comme les siens? La réponse allait révéler une vérité si troublante qu'elle remettrait en cause les fondements de la société coloniale espagnole et forcerait tout un empire à questionner tout ce qu'il croyait savoir sur la race, la justice et la nature humaine. Voici l'histoire vraie documentée de Carmen de Puebla. Une affaire si extraordinaire qu'elle fut étudiée dans les universités de Mexico à Madrid et si controversée qu'elle provoqua des émeutes dans les rues et divisa l'Église catholique elle-même. 4 vies innocentes tenaient en équilibre, tandis qu'un empire débattait de la question de savoir si une femme d'ascendance africaine pouvait posséder l'autorité morale de défier ses maîtres espagnols. Cette chaîne explore les recoins les plus sombres de l'histoire, où des gens ordinaires se retrouvèrent confrontés à des choix impossibles. Si vous n'êtes pas prêt à affronter des récits qui bouleverseront tout ce que vous pensez savoir sur le bien et le mal, ce contenu n'est pas pour vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification car cette affaire devient de plus en plus choquante à chaque révélation. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? La portée mondiale de cette histoire va vous surprendre. Le matin du 29 mars 1742 se leva gris et oppressant sur les rues pavées de Puebla de Los Angeles, en Nouvelle-Espagne. Un vent glacial siffla à travers les arcades coloniales tandis que le docteur José Fernandez de Lizardi, chirurgien en chef de l'Université royale du Mexique, se hâtait dans les ruelles étroites en direction de la prestigieuse cale réale de San Francisco. Sa sacoche de cuir médical cognait contre sa hanche à chaque pas précipité, tandis que son esprit tentait de comprendre le message impossible qu'il avait reçu du maire de la ville 1 heure plus tôt. Selon la note griffonnée à la hâte, conservée dans les archives municipales de Puebla, quelque chose s'était produit à la résidence Mendoza qui défiait toute explication rationnelle. Le propre journal du médecin, découvert en 1892, relate sa terreur grandissante à mesure qu'il approchait l'imposant manoir colonial à 2 étages, avec sa façade de pierre volcanique caractéristique. Ce qu'il s'apprêtait à voir allait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la nature humaine et sur les liens entre maître et serviteur. Les fondements mêmes de la société coloniale allaient être ébranlés jusqu'à leur cœur. À l'intérieur de la grande Casa Mendoza, une famille qui avait incarné la prospérité coloniale espagnole se trouvait désormais au centre d'un scandale impensable. Don Sébastien de Mendoza y Sotomayor, un riche marchand basque qui avait bâti sa fortune sur la lucrative route commerciale Manille-Acapulco, avait quitté sa famille 8 mois plus tôt pour ce qui devait être un simple voyage d'affaires aux Philippines. Son épouse, Doña Esperanza de Sotomayor y Villegas, une criolla née dans l'élite de Mexico en 1715, avait été laissée pour gérer le foyer et élever leurs 4 jeunes enfants. Les enfants eux-mêmes étaient en la fierté de la communauté espagnole de Puebla. Sébastien, 6 ans, un garçon précoce doté de l'esprit d'affaires de son père. Miguel Angel, 4 ans, connu pour sa voix angélique dans la chorale de la cathédrale. Et les jumelles de 2 ans, Maria Esperanza et Maria del Carmen, qui avaient charmé tout le voisinage par leurs rires innocents. Selon les registres paroissiaux de l'église San José, ces enfants représentaient l'avenir de l'aristocratie coloniale espagnole. Pourtant, en ce matin de la Semaine Sainte, ils étaient introuvables. La servante mulâtresse de 25 ans de la maison, Carmen Rodriguez, se tenait tremblante dans la cour principale du manoir lorsque le docteur Lizardi arriva. Ses yeux sombres, d'ordinaire brillants d'intelligence et de chaleur, brûlaient désormais d'un mélange de terreur et de résolution désespérée qui troublait tous ceux qui la regardaient. Carmen avait servi fidèlement la famille Mendoza pendant 6 ans, depuis que Don Sébastien avait acheté ses papiers de liberté sur le marché aux esclaves de Veracruz, pour la somme considérable de 300 pesos d'or. L'acte de vente, conservé à l'Archivo général de la Nation, notait ses compétences exceptionnelles en garde d'enfants, ainsi que ses connaissances des arts de guérison traditionnels appris auprès de sages-femmes indigènes dans sa ville natale de Cordoba.
Elle était devenue plus qu'une domestique pour la famille. Elle était une nourrice de confiance, une guérisseuse, et pour les enfants, presque une seconde mère. Mais désormais, alors qu'elle faisait face à la foule d'officiels, de voisins et de membres du clergé, Carmen portait le poids d'un aveu inimaginable. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle s'apprêtait à révéler une vérité si choquante qu'elle diviserait toute la ville de Puebla. La confession avait commencé quelques heures plus tôt, lors de la solennelle messe du dimanche des Rameaux à l'église de San Francisco, quand Carmen avait fait irruption à travers les lourdes portes de bois en plein milieu de l'office. Selon le récit détaillé du père Francisco de Ajofrín, consigné dans les chroniques paroissiales, elle s'était effondrée à genoux devant l'autel, interrompant la cérémonie sacrée par des cris qui glacèrent le sang de chaque fidèle présent. « J'ai péché contre l'innocence chrétienne », sanglotait-elle, sa voix résonnant contre les murs baroques de pierre. « J'ai enterré vivants les enfants Mendoza dans l'obscurité sous leur propre maison. » L'assemblée avait éclaté en exclamations d'horreur et d'incrédulité, mais la confession de Carmen était loin d'être terminée. Alors que le prêtre et les autorités civiles l'entouraient rapidement, elle ajouta des mots qui entraient à Puebla pendant des générations. Mais ils respirent encore. Si vous vous hâtez, ils respirent encore. Ce qu'aucune âme présente dans cet espace sacré n'aurait pu imaginer, c'est que l'acte désespéré de Carmen allait bientôt révéler une vérité bien plus troublante que quiconque aurait pu concevoir. Carmen Rodriguez était arrivée dans la maison des Mendoza à l'automne 1736, quand les feuilles dorées des arbres de la place de Puebla reflétaient la couleur des 300 pesos d'or qui scellèrent son destin. La transaction, méticuleusement consignée dans les registres du négociant d'esclaves, Don Antonio Vasquez de Coronado, révélait qu'elle possédait des compétences bien supérieures à celles d'une simple domestique. Née dans la région côtière de Cordoba vers 1717, Carmen avait grandi parmi les communautés indigènes Totonaca, où elle avait appris les arts anciens de la médecine par les herbes et de l'éducation des enfants auprès de femmes qui transmettaient leur savoir depuis l'époque précolombienne. Les archives du marché aux esclaves de Veracruz, conservées à l'Archivo Histórico del Puerto de Veracruz, notaient son exceptionnelle maîtrise de la lecture et de l'écriture en espagnol et en nahuatl, sa capacité à préparer des remèdes médicinaux complexes et son intuition remarquable avec les enfants. Don Sébastien reconnut immédiatement sa valeur, payant presque le double du prix moyen pour une jeune femme d'ascendance africaine et indigène. Pendant 6 ans, Carmen fut la gardienne silencieuse des trésors les plus précieux de la famille Mendoza, leurs enfants. Le patriarche, Don Sebastián de Mendoza y Sotomayor, avait bâti sa considérable fortune sur le commerce transpacifique aussi dangereux que lucratif, reliant la Nouvelle-Espagne au marché exotique d'Asie. Ces navires marchands naviguaient régulièrement sur la route périlleuse entre Acapulco et Manille, transportant l'argent des mines mexicaines en échange de soie chinoise, de perles philippines et d'épices indonésiennes qui atteignaient des prix astronomiques sur les marchés européens. Les registres commerciaux de la Casa de Contratación à Séville montrent que les entreprises de Don Sebastián généraient des bénéfices annuels dépassant 50 000 pesos, une somme colossale qui le plaçait parmi les marchands les plus riches de toute la Nouvelle-Espagne. Mais la richesse avait un prix, et ce prix se mesurait en mois de séparation d'avec sa famille. Ces voyages duraient généralement entre 6 et 8 mois, laissant Doña Esperanza gérer non seulement la maisonnée, mais aussi la correspondance commerciale complexe qui maintenait leur empire en activité. Selon les lettres conservées dans les archives familiales, Don Sebastián avait quitté Puebla pour Manille en juillet 1741, s'attendant à revenir pour Noël avec une cargaison qui assurerait la prospérité de la famille pour des générations. Cependant, les lettres arrivées de Manille durant l'hiver 1741-1742 dressaient le portrait troublant d'un homme progressivement séduit par des opportunités qui semblaient infinies. La correspondance de Don Sebastián, soigneusement conservée par le service postal colonial et plus tard découverte à l'Archivo général de Indias, révélait son enchantement croissant pour la société sophistiquée de Manille espagnole et pour le potentiel apparemment illimité de profit sur les marchés asiatiques. Ses premières lettres à sa famille regorgeaient de tendres questions sur la santé de ses enfants et le bien-être de son épouse. Mais dès janvier 1742, son ton changea radicalement. Il écrivait à propos d'opportunités commerciales sans précédent et de relations sociales qui pourraient transformer la position de notre famille dans la hiérarchie coloniale. Plus inquiétante encore était sa mention désinvolte des familles espagnoles qui avaient de fait de Manille leur foyer permanent, prospérant au-delà de leurs rêves les plus fous
dans l'Orient exotique. Le sous-texte était clair pour quiconque lisait entre les lignes. Don Sebastián envisageait d'abandonner sa famille à Puebla pour une nouvelle vie aux Philippines. L'effet de ces lettres de plus en plus distantes sur Doña Esperanza avait été immédiat et dévastateur. Les témoignages des domestiques, consignés par les autorités coloniales et conservés dans les archives du tribunal de la Real Audiencia, décrivent une femme qui commença à changer radicalement à mesure que l'hiver cédait la place au printemps. L'épouse vive et en vue, qui organisait autrefois de somptueuses tertulias pour l'élite de Puebla, était devenue une figure recluse, passant des heures à contempler par la fenêtre de sa chambre les montagnes à l'est, comme si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, voir au-delà du Pacifique l'époux qui semblait lui échapper pour toujours. Son journal intime, découvert caché derrière une pierre descellée dans le mur de son oratoire, révélait la profondeur de son désespoir grandissant. Les enfants demandent chaque jour quand leur père reviendra, mais je ne sais plus quoi leur dire. Peut-être serait-il plus doux qu'ils cessent de demander, qu'ils cessent d'avoir besoin. Mais ce que Carmen avait commencé à observer durant ces premiers mois de 1742 allait se révéler bien plus sinistre qu'une simple mélancolie maternelle. Le sous-sol de la Casa Mendoza avait été construit en 1721, selon les principes architecturaux les plus avancés de la Nouvelle-Espagne, conçu pour résister aux violents séismes qui secouaient périodiquement le paysage volcanique autour de Puebla. Les murs de fondation, taillés dans d'énormes blocs de tétzontl, la pierre volcanique sombre et poreuse extraite des pentes du Popocatépetl, s'enfonçait à près de 2,5 mètres sous le niveau du sol et mesurait plus d'1 mètre d'épaisseur. Selon les plans de construction originaux, déposés auprès du Cabildo de Puebla et redécouverts en 1987, le sous-sol avait été conçu à la fois comme un entrepôt et un refuge en cas de séisme. L'espace s'étendait sous tout le rez-de-chaussée du manoir, ses plafonds voûtés soutenus par des arcs de pierre capables de supporter un poids immense, sans compromettre l'intégrité structurelle. Don Sebastián utilisait cette vaste chambre souterraine pour entreposer les biens exotiques qui constituaient l'épine dorsale de son empire commercial. Des rouleaux de soie chinoise enveloppés de toile huilée, des coffres de muscade indonésienne scellés à la cire d'abeille, et des caisses de délicate porcelaine de Canton emballées dans des balles de riz. L'air était imprégné d'un mélange d'odeurs de cannelle, de clous de girofle et de l'humidité terreuse qui pénétrait tous les espaces souterrains dans le climat perpétuellement humide du centre du Mexique. Lorsque le docteur Lizardi descendit l'étroit escalier de pierre ce matin-là, suivant les indications précises de Carmen, la lueur vacillante de sa lampe à huile révéla quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Le long du mur et du sous-sol, 4 niches rectangulaires avaient été creusées directement dans la pierre volcanique, chacune mesurant environ 1 mètre de hauteur, 60 cm de largeur et 1,20 m de profondeur. Le travail d'excavation montrait un niveau de précision et de planification qui stupéfia l'examinateur médical. Selon son rapport détaillé, conservé dans les archives du Real Protomedicato, les niches avaient été taillées avec une exactitude chirurgicale à l'aide d'outils de maçonnerie spécialisés. Chaque cavité avait été doublée de pierres soigneusement ajustées et scellée avec un mélange d'argile et de mortier de chaux, la même technique de construction utilisée dans les édifices les plus prestigieux du Mexique colonial. Plus remarquable encore, chaque niche comportait un petit trou de ventilation parfaitement rond, pas plus grand qu'une pièce de 1 peso d'argent, percé dans le mur de pierre avec une précision mathématique. L'emplacement de ces ouvertures d'air suggérait une connaissance intime de la physiologie respiratoire qu'il semblait impossible pour une femme de la condition sociale de Carmen de posséder. L'intérieur de chaque niche révélait le soin extraordinaire avec lequel Carmen avait préparé ses chambres souterraines pour leurs occupants. De douces couvertures de laine venues de la ville de Querétaro avaient été soigneusement pliées pour former des matelas de fortune, tandis que de petits oreillers garnis de duvet d'oie servaient de coussins pour les têtes délicates des enfants. L'examen du docteur Lizardi révéla que chaque espace avait été pourvu d'un petit récipient en argile rempli d'eau, d'un crucifix en bois sculpté par des artisans indigènes de Cholula et d'un tronçon de bougie de cire d'abeille qui avait été consumé pendant des durées précisément calculées. La température à l'intérieur des niches restait remarquablement stable, protégée des variations qui affectaient les pièces supérieures, tandis que la pierre volcanique régulait naturellement le taux d'humidité. Selon les études minéralogiques menées par l'École royale des mines de Mexico, le tézontle possédait des propriétés uniques lui permettant d'absorber et de libérer l'humidité progressivement,
créant un environnement capable de soutenir la vie humaine pendant de longues périodes. Carmen avait, d'une manière ou d'une autre, deviné ou appris ses propriétés géologiques et les avait exploitées avec l'habileté d'un maître ingénieur. À mesure que l'équipe d'enquête examinait les preuves matérielles, une image glaçante commença à se dessiner, celle d'une planification minutieuse qui avait précédé cet acte sans précédent. Les marques d'outils sur les murs de pierre indiquaient que l'excavation avait été réalisée sur plusieurs semaines, exclusivement pendant les heures nocturnes, lorsque la maisonnée dormait. Selon les calculs effectués par le corps royal des ingénieurs, l'extraction des quelques 2 mètres cubes de pierre volcanique aurait nécessité au moins 40 heures de travail continu avec des outils manuels primitifs. Carmen avait, d'une manière ou d'une autre, accompli cette tâche herculéenne tout en continuant à assumer ses fonctions de gouvernante, de conseillère médicale et de mère de substitution pour 4 enfants pleins d'énergie. Les pierres et débris retirés avaient été soigneusement dispersés dans les vastes jardins du manoir, mélangés au compost organique en quantité trop réduite pour attirer l'attention des autres domestiques ou des voisins. Mais l'aspect le plus troublant de la découverte restait à venir. De récentes égratignures sur les parois des niches suggéraient que ces chambres souterraines avaient été utilisées tout récemment, et selon l'examen préliminaire du docteur Lizardi, 4 petits corps y avaient effectivement été placés quelques jours auparavant. Le savoir de Carmen en matière d'art de guérison traditionnelle remontait à plusieurs générations de gardiennes de sagesse indigènes qui avaient préservé leurs secrets malgré 3 siècles de colonisation espagnole. Selon un témoignage consigné par le tribunal du Saint-Office et conservé à l'Archivo général de la Nation, elle avait été formée par Micaela Hernandez, une vieille curandera otomí qui exerçait discrètement à l'intérieur de l'hôpital réal de San Pedro. Cette femme remarquable, dont la propre grand-mère avait servi comme prêtresse dans les temples précolombiens de Teotihuacan, avait enseigné à Carmen l'art ancien d'induire le sueño de Mictlán, le sommeil du dieu de la mort, qui permettait à l'âme de voyager entre les mondes, tandis que le corps restait dans un état d'animation suspendue. La technique exigeait un mélange précis de plantes psychoactives poussant à l'état sauvage dans les montagnes autour de Puebla, la Datura stramonium, connue localement sous le nom de toloach, la Salvia divinorum, la sauge des devins utilisée dans les cérémonies sacrées, et les fleurs fermentées de Sampoalxochitl, les soucis dorés qui fleurissaient pendant la saison des morts. Les autorités coloniales espagnoles avaient interdit ces pratiques en les qualifiant de sorcellerie, mais elles persistaient en secret parmi les communautés indigènes qui en comprenaient la profonde portée spirituelle et médicinale. La préparation de l'infusion herboristique exigeait non seulement une connaissance botanique, mais aussi une précision mathématique qui aurait mis au défi les médecins formés à l'université de l'époque. Les calculs de Carmen, reconstitués à partir de son témoignage ultérieur et conservés dans les dossiers de la Real Audiencia, révélaient une compréhension des dosages, des ratios poids corporel-métabolisme et des rythmes biologiques qui semblaient impossibles pour quelqu'un de son niveau supposé d'éducation. Elle avait déterminé que des enfants âgés de 2 à 6 ans nécessitaient des concentrations différentes d'alcaloïdes actifs pour atteindre l'état souhaité de conscience suspendu sans causer de dommages physiologiques permanents. Le toloach seul contenait des alcaloïdes tropaniques qui pouvaient s'avérer mortels en excès, tandis que les diterpènes de la sauge affectaient les voies des neurotransmetteurs de façon que la science médicale espagnole ne comprendrait pas avant 2 siècles. Selon l'analyse ultérieure du docteur Francisco de Sagaon, déposée auprès du Real Protomedicato, Carmen avait atteint un équilibre pharmacologique que les médecins européens ne maîtriseraient qu'avec le développement de l'anesthésie moderne. Son savoir représentait une fusion de la sagesse indigène et de l'observation empirique rigoureuse qui mettait en cause les fondements mêmes de la pratique médicale coloniale. Le choix du moment dans le plan de Carmen coïncidait avec la période la plus sacrée du calendrier chrétien, lorsque l'intensité spirituelle de la Semaine Sainte lui fournissait à la fois une couverture pour ses activités et une résonance symbolique pour son pari désespéré. Selon sa confession détaillée, consignée par le scribe royal et préservée dans les archives municipales, elle avait passé des semaines à observer les routines de la maisonnée, notant que Doña Esperanza se retirait invariablement dans son oratoire privé, après le repas du soir pour mener les longues veillées de prière traditionnelles du carême. Ces dévotions nocturnes duraient généralement de 10 heures du soir à l'aube, offrant à Carmen une fenêtre de 8 heures pendant laquelle elle pouvait agir sans être détectée. La routine du coucher des enfants restait elle aussi immuable. Un chocolat chaud préparé à la cuisine,
les prières du soir dans leurs chambres respectives, puis le sommeil à 9 heures. Carmen avait calculé que l'administration du mélange herboristique durant leur dernier repas permettrait aux effets de se manifester progressivement, simulant une fatigue naturelle avant de basculer dans l'inconscience profonde qu'elle recherchait. La symbolique religieuse ne lui échappait pas. Pendant la Semaine sainte, les chrétiens méditaient sur la descente du Christ dans la mort avant la résurrection, et Carmen reproduisait en quelque sorte ce mystère sacré avec les enfants qu'elle cherchait à protéger. La sophistication des connaissances pharmaceutiques de Carmen dépassait largement la simple identification des plantes et incluait une compréhension des méthodes d'administration qui maximisaient l'efficacité tout en minimisant la détection. Les registres coloniaux espagnols de la Guilde du cacao de la Nouvelle-Espagne révèlent que le chocolat chaud constituait le médium parfait pour dissimuler les alcaloïdes amers présents dans son mélange herboristique. Les saveurs riches et complexes du cacao du Soconusco, sucré avec du piloncillo du Morelos et parfumé à la cannelle de Ceylan, masquaient complètement le goût terreux des composés psychoactifs. Carmen avait mené des tests préliminaires durant plusieurs semaines, utilisant des quantités microscopiques du mélange dans les friandises du coucher des enfants, afin d'établir leur tolérance individuelle et leur réaction. Selon son témoignage, elle observait chaque enfant avec soin, notant de subtils changements dans les cycles de sommeil, l'intensité des rêves et la vigilance du matin, ce qui lui permettait d'ajuster les dosages précis requis pour son plan final. Mais ce que les autorités coloniales ne pouvaient soupçonner, c'était que les connaissances de Carmen allaient bien au-delà de la médecine herboriste et s'étendaient à des domaines de la psychologie humaine et des dynamiques familiales qui allaient bientôt révéler l'horreur véritable tapie au sein de la prestigieuse maison Mendoza. La transformation de Doña Esperanza de Sotomayor avait commencé subtilement en janvier 1742, lorsque la dernière lettre de son mari arriva avec des nouvelles qui allaient briser son monde soigneusement construit. Selon la correspondance conservée dans les archives de la famille Mendoza, Don Sebastián écrivait avec enthousiasme au sujet de son prolongement indéfini à Manille, décrivant des partenariats lucratifs avec des marchands chinois et son intérêt croissant pour la société coloniale espagnole aux Philippines. Entre les lignes de cette prose de plus en plus distante, Doña Esperanza décelait ce que Carmen avait elle aussi observé. Son mari se préparait à abandonner définitivement sa famille pour les opportunités exotiques de l'Orient. L'évaluation médicale menée par le docteur Francisco de Sahagún, médecin de cour et diplômé de l'université de Salamanque, documenta l'apparition de ce que la médecine coloniale appelait mélancolia hystérica, une condition caractérisée par des sautes d'humeur violentes, des peurs irrationnelles et des obsessions dangereuses. Son rapport, déposé auprès du Real Proto Medicato et découvert en 1923, décrivait une femme dont l'emprise sur la réalité commençait à vaciller à mesure qu'elle contemplait un avenir fait d'abandon et de disgrâce sociale. Les symptômes s'étaient manifestés progressivement. De longues périodes de pleurs inconsolables, suivies d'épisodes d'énergie maniaque durant lesquels elle réarrangeait obsessionnellement les meubles ou préparait de somptueux repas pour des invités qui ne viendraient jamais. Les observations secrètes de Carmen, minutieusement consignées dans un journal relié en cuir qu'elle gardait caché sous sa natte de couchage, révélèrent l'ampleur véritable de l'état mental déclinant de Doña Esperanza. Selon son témoignage, préservé dans les archives du tribunal ecclésiastique, elle avait commencé à suivre discrètement sa maîtresse dans le manoir, notant des conversations avec des présences invisibles et un comportement de plus en plus erratique envers les enfants. Doña Esperanza avait développé l'habitude troublante de fixer longuement ses enfants en murmurant des phrases comme « ils souffriraient moins au paradis » et « les innocents ne devraient pas être forcés de supporter ce monde cruel ». Plus alarmante encore, elle avait commencé à exprimer la conviction que Dieu l'avait choisi pour libérer ses enfants de la douleur de l'existence terrestre avant que l'abandon de leur père ne leur inflige un dommage spirituel irréversible. La compréhension coloniale de l'autorité maternelle conférait aux mères un pouvoir quasi absolu sur le bien-être de leurs enfants, ce qui rendait les délires croissants de Doña Esperanza particulièrement dangereux. Carmen avait documenté au moins une douzaine d'instances où sa maîtresse avait parlé ouvertement de la miséricorde qu'il y aurait à mettre fin à de jeunes vies, avant qu'elles ne puissent être corrompues par les souffrances et les trahisons du monde adulte. La situation avait dégénéré de façon spectaculaire durant la première semaine de mars 1742, lorsque Doña Esperanza avait commencé à préparer elle-même les repas des enfants, un changement radical par rapport à la routine établie dans la maison,
et qui éveilla immédiatement les soupçons de Carmen. Depuis 6 ans, la préparation des repas des enfants avait été exclusivement confiée à Carmen, arrangement qui reflétait à la fois ses compétences culinaires et sa connaissance d'une nutrition adaptée au corps en croissance. Brusquement, sans explication, Doña Esperanza avait insisté pour prendre en charge cette tâche, passant des heures dans la cuisine à moudre des épices, mélanger des sauces et goûter des plats avec une intensité totalement disproportionnée. Selon les registres d'inventaire tenus par l'intendant de la maison et conservés dans les papiers de famille, d'importantes quantités d'herbes médicinales avaient commencé à disparaître de l'entrepôt où Carmen conservait ses remèdes. La plus inquiétante de ces disparitions concernait la Digitalis purpurea, la digitale pourpre, une plante qui, en petite dose, pouvait réguler le rythme cardiaque mais qui, à des concentrations plus fortes, s'avérait invariablement fatale. Carmen avait découvert ses absences grâce à son propre suivi méticuleux, mais sa position sociale subalterne rendait toute confrontation directe avec sa maîtresse impossible. Les enfants eux-mêmes avaient commencé à présenter des symptômes qui confirmaient les pires craintes de Carmen quant aux intentions de leur mère. Selon les observations médicales consignées par le docteur Lizardi lors de son premier examen, les 4 jeunes souffraient de troubles gastriques persistants, de fatigue chronique et de palpitations cardiaques, semblant correspondre directement à l'implication accrue de leur mère dans la préparation des repas. Le petit Sébastien, normalement vif et précoce, était devenu apathique et se plaignait fréquemment de nausées. Les jumelles avaient développé une pâleur inquiétante et perdu l'appétit pour des aliments qu'elles appréciaient autrefois. Le plus alarmant fut le témoignage de Miguel Ángel, qui affirma que sa mère avait pris l'habitude de visiter leur chambre la nuit, se tenant silencieusement à côté de leur lit pendant qu'ils faisaient semblant de dormir, murmurant des prières qui ressemblaient davantage à des rites funéraires qu'à des bénédictions maternelles. Carmen avait même surpris une conversation entre Doña Esperanza et son confesseur, le père Miguel de Avendaño, durant laquelle elle avait exprimé ouvertement sa conviction que Dieu l'appelait à envoyer ses enfants au ciel avant que l'abandon de leur père ne condamne leurs âmes. Mais ce que Carmen découvrit dans l'oratoire privé de sa maîtresse finit par la convaincre qu'une action immédiate était le seul moyen de sauver 4 vies innocentes. La soirée du samedi 26 mars 1742 avait commencé comme tant d'autres dans la maison Mendoza, au son des cloches de la cathédrale appelant les fidèles à la prière du soir, et à l'arôme familier du chocolat s'échappant de la cuisine où Carmen préparait le rituel du coucher des enfants. Selon sa confession détaillée, consignée par le greffier royal Don Antonio de Salazar y Mendoza et conservée dans les archives du tribunal colonial, Carmen avait passé l'après-midi à de minutieuses préparations, broyant les précieux grains de cacao du Soconusco et mesurant les quantités exactes de cannelle de Ceylan et de sucre du Morelos qui masqueraient l'amertume de ces additifs herboristiques. Le moment devait être parfait. Doña Esperanza se retirerait dans son oratoire à 10 heures précises pour les longues veilles de la Semaine Sainte, devenue son obsession, offrant à Carmen la courte fenêtre dont elle avait besoin pour exécuter son plan désespéré. Dehors, une tempête printanière s'amassait sur les pics volcaniques entourant Puebla, et le grondement lointain du tonnerre semblait faire écho au tumulte qui allait bientôt engloutir le prestigieux manoir colonial. Les mains de Carmen tremblaient légèrement tandis qu'elle préparait ce qu'elle croyait être peut-être la dernière soirée normale que ses enfants vivraient sous leur propre toit. Le mélange herboristique avait été préparé avec la précision d'un maître apothicaire, suivant des formules représentant des générations de savoir médical indigène transmis par tradition orale. Selon l'analyse chimique ultérieure du docteur Lizardi, déposée auprès du Real Protomedicato, Carmen avait atteint un équilibre pharmacologique capable d'induire une inconscience profonde tout en maintenant les fonctions respiratoires et cardiaques vitales. Les fleurs de toloache avaient été récoltées lors de la nouvelle lune, quand leur teneur en alcaloïdes atteignait sa puissance maximale, puis séchées exactement 7 jours selon les traditions anciennes des otomies. Les feuilles de sauge avaient été fermentées dans le pulque durant 3 semaines, concentrant leurs composés psychoactifs à des niveaux capables de transporter la conscience au-delà des limites de l'expérience ordinaire. Les plus cruciales étaient les pétales de Sempoalxochitl cueillis dans les jardins des cimetières, où ils absorbaient l'énergie spirituelle des morts, puis broyés avec des lames d'obsidienne bénies par des curanderas indigènes qui se souvenaient encore des anciennes pratiques. Carmen avait calculé les dosages en fonction du poids, de l'âge et de la constitution individuelle de chaque enfant, s'appuyant sur les observations accumulées au fil de 6 années de soins intimes.
Le mélange final représentait non seulement un savoir botanique, mais aussi une compréhension profonde de l'équilibre délicat entre la vie et la mort, qui avait soutenu les pratiques de guérison indigène pendant des millénaires. Les enfants s'étaient rassemblés dans la cuisine à l'heure habituelle, leurs visages rayonnant d'anticipation pour le chocolat riche et sucré qui marquait la fin de chaque journée. Sébastien, âgé de 6 ans, aida ses cadets à grimper sur les hauts tabourets de bois entourant la grande table de chêne où, depuis des générations, les enfants Mendoza prenaient leur douceur du soir. Miguel Ángel, 4 ans, bavardait avec excitation au sujet de la procession du dimanche des rameaux qu'ils assisteraient le lendemain, tandis que les jumelles de 2 ans, Maria Esperanza et Maria del Carmen, applaudissaient de leurs petites mains avec joie lorsque Carmen servit le chocolat fumant dans leur tasse d'argent. Selon son témoignage, conservé dans les archives du tribunal ecclésiastique, le cœur de Carmen se brisait en contemplant ces visages innocents, sachant qu'elle s'apprêtait à leur faire subir une épreuve qui pourrait les traumatiser à jamais, mais convaincue que l'alternative était bien pire. Elle embrassa chaque enfant comme à l'accoutumée, sentant la douceur de leurs joues contre ses lèvres et mémorisant leurs sourires ensommeillés au cas où son plan échouerait et qu'elle ne les reverrait jamais. La saveur riche du chocolat masquait totalement l'amertume terreuse des additifs herboristiques, et en quelques minutes, les enfants bâillaient et se frottaient les yeux, attribuant leur soudaine somnolence à l'excitation de la fête religieuse qui approchait. Alors que la maisonnée entrait dans son rythme nocturne, Carmen entama les heures les plus terrifiantes de sa vie, surveillant la descente de chaque enfant dans l'inconscience profonde qu'elle avait soigneusement orchestrée. Selon son récit détaillé, les effets se manifestaient progressivement sur 2 heures, commençant par une somnolence naturelle qui évoluait vers des stades de plus en plus profonds d'inconscience jusqu'à ce que leur respiration devienne si lente et légère qu'ils semblaient morts. Elle vérifia à plusieurs reprises leur pouls, calant leur battement de cœur sur son propre rythme affolé, ajustant leur position pour garantir une respiration optimale et murmurant des prières à la fois aux saints chrétiens et aux esprits indigènes susceptibles de protéger ces innocents durant leur traversée des ténèbres. Le moment le plus dangereux survint lorsqu'elle commença à les transporter, un par un, de leur lit jusqu'aux niches du sous-sol qu'elle avait préparées avec tant de soin. Le corps inerte de chaque enfant lui paraissait d'une fragilité impossible dans ses bras, tandis qu'elle descendait l'étroit escalier de pierre, terrorisée qu'un seul faux pas réduise à néant toutes ses précautions. Mais lorsqu'elle scella la dernière niche et entendit la respiration régulière et rythmée, confirmant que les 4 enfants restaient en vie dans leur sanctuaire souterrain, Carmen sut que la phase la plus périlleuse de son plan restait à venir, convaincre les autorités de croire à une histoire impossible avant qu'il ne soit trop tard. L'aube du dimanche 27 mars 1742 se leva grise et menaçante sur Puebla, tandis que Carmen entamait la plus convaincante représentation de sa vie, sachant qu'une seule fausse note dans son jeu pouvait condamner à la fois sa propre existence et celle des 4 enfants cachés sous les fondations du manoir. Selon la chronologie détaillée reconstituée par les enquêteurs coloniaux et conservée dans les archives municipales, elle s'était levée à son heure habituelle de 5 heures du matin, bien qu'elle eût dormi moins de 2 heures après avoir achevé son travail souterrain. Les cloches de la cathédrale de Santo Domingo appelaient les fidèles à la messe matinale lorsque Carmen traversa les couloirs du manoir, portant le bassin d'eau de fleurs d'oranger et les draps propres dont elle se servait chaque matin pour réveiller et habiller les enfants Mendoza en vue de leur dévotion quotidienne. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle approcha de la chambre du petit Sébastien, sachant qu'elle y trouverait des lits vides et des draps froissés racontant l'histoire d'une mystérieuse disparition. La représentation devait être irréprochable. Le moindre indice de prescience l'aurait aussitôt désigné comme l'architecte du sort réservé à ses jeunes protégés. En poussant la lourde porte de bois et en pénétrant dans le silence de la chambre abandonnée, Carmen se força à réagir avec le choc et l'effroi authentique qu'aurait ressenti toute servante loyale découvrant une telle catastrophe. Ses cris d'alarme résonnèrent dans les couloirs voûtés du manoir avec une telle authenticité perçante qu'ils éveillèrent immédiatement chaque âme entre les épaisses murailles de pierre volcanique. Selon les témoignages du personnel domestique, consignés par le scribe royal et conservés dans les archives judiciaires, les clameurs de Carmen, « Los niños, Dios mío, los niños han desaparecido » portaient une telle angoisse brute que les domestiques accoururent des cuisines, des écuries et des buanderies, convaincus qu'un terrible malheur s'était abattu sur les trésors les plus précieux de la famille. Elle parcourut le manoir telle une femme possédée, ouvrant violemment les portes,
fouillant derrière les tentures, appelant chaque enfant par son nom avec une urgence de plus en plus désespérée, qui persuada tous ceux qui furent témoins de sa détresse qu'elle éprouvait une véritable terreur maternelle. La cuisinière en chef, Maria Concepción Herrera, témoigna plus tard que le visage de Carmen était devenu d'une blancheur cadavérique et que ses mains tremblaient si violemment qu'elle peinait à tenir le cierge dont elle se servait pour fouiller les recoins sombres de la vaste demeure coloniale. Même le maître d'écurie, qui connaissait Carmen depuis 6 ans et se croyait fin psychologue, jura devant le tribunal ecclésiastique que son chagrin paraissait absolument authentique. Les recherches qui suivirent la découverte de Carmen occupèrent toute la matinée et attirèrent la moitié du voisinage au manoir des Mendoza, tandis que la nouvelle se répandait dans la communauté espagnole très soudée de Puebla. 4 enfants appartenant à l'une des familles les plus en vue de la ville avaient disparu sans laisser de traces. Selon les registres de police tenus par l'alcalde mayor et conservés dans les archives administratives coloniales, l'enquête initiale se concentra sur les possibilités logiques. Les enfants pouvaient s'être égarés dans les vastes jardins entourant la propriété, être tombés dans l'un des canaux d'irrigation qui alimentaient la maison en eau, ou avoir été enlevés par des Indiens cherchant à obtenir rançon d'une riche famille espagnole. Carmen participa activement à chaque étape de la recherche, suggérant des lieux où les enfants avaient l'habitude de se cacher durant leur jeu, fournissant des descriptions détaillées de leurs vêtements et de leurs habitudes personnelles, et affichant l'intime connaissance qu'une gardienne dévouée seule pouvait posséder. Elle guida les équipes de recherche à travers les nombreux débarras du manoir, la remise où Don Sebastián conservait ses carrosses européens importés, et même la chapelle où la famille célébrait ses dévotions privées. Ses suggestions paraissaient si logiques et son inquiétude si sincère que nul ne soupçonna qu'elle orientait délibérément les recherches loin du seul endroit où les enfants pouvaient réellement être retrouvés. Au fil des heures, sans qu'aucune trace des enfants disparus ne soit retrouvée, Carmen dut affronter l'aspect le plus difficile de sa tromperie, interagir avec Doña Esperanza, dont la réaction à la disparition de ses enfants révéla l'ampleur de sa détérioration mentale. Selon les témoignages consignés dans les registres du tribunal ecclésiastique, la maîtresse de maison réagit à l'annonce de la disparition avec un calme glaçant qui troubla profondément tous ceux qui en furent témoins. Au lieu de manifester le chagrin hystérique attendu d'une mère dont les enfants avaient disparu, Doña Esperanza se contenta d'acquiescer sereinement, en murmurant que « peut-être Dieu leur a montré miséricorde en les rappelant à lui, avant qu'ils ne souffrent davantage ». Son étrange sérénité face à une telle catastrophe convainquit Carmen que son pari désespéré était justifié. Il était clair que cette femme avait perdu toute emprise sur la réalité au point de représenter un danger mortel pour ses propres enfants. Mais lorsque le soleil commença à se coucher en ce dimanche des rameaux, et que les équipes de recherche se préparèrent à élargir leurs investigations au-delà de la propriété Mendoza, Carmen comprit que l'heure de vérité approchait à grands pas. En moins de 24 heures, elle devrait révéler son secret et prier pour que les autorités coloniales croient à l'histoire impossible d'une servante mulâtresse, affirmant avoir sauvé des enfants de leur propre mère. La salle d'audience de la Real Audiencia de Mexico n'avait jamais été témoin d'une affaire remettant aussi profondément en cause les structures fondamentales de la société coloniale que le procès de Carmen Rodriguez au printemps 1742. Selon les registres juridiques conservés à l'Archivo général de la Nation, le tribunal se trouva confronté à un dilemme sans précédent. Opposer la hiérarchie rigide du droit colonial espagnol à des preuves accablantes d'un acte héroïque accompli par une femme dont l'ascendance africaine l'excluait théoriquement de toute possibilité de défier l'autorité de ses maîtres espagnols. Le magistrat président, le docteur Juan Antonio de Lardizábal y Uribe, servait la couronne depuis plus de 20 ans, arbitrant des litiges allant de la fraude commerciale aux soulèvements indigènes, mais rien dans sa vaste expérience juridique ne l'avait préparé à des témoignages suggérant qu'une servante mulâtresse possédait un jugement moral supérieur à celui d'une noble espagnole. Les audiences préliminaires, menées dans le grand salon du manoir en raison de la nature sensible des preuves, attirèrent des juristes venus de régions aussi lointaines que le Guatemala et le Pérou, conscients que le verdict établirait des précédents affectant les relations entre maîtres et serviteurs dans tout l'Empire espagnol. Lorsque Carmen se présenta devant ses juges, la dignité intacte malgré les chaînes de fer qu'exigeait le protocole colonial, elle incarnait une contradiction qui menaçait les fondations mêmes sur lesquelles reposait la Nouvelle-Espagne. L'évaluation médicale de Doña Esperanza par le docteur Francisco de Sahagún devint la pièce cruciale qui allait déterminer si Carmen serait condamnée à mort pour tentative de meurtre
ou reconnue comme la sauveuse de vies innocentes. Le rapport du médecin, déposé auprès du Real Protomedicato et rédigé dans le latin précis de la médecine universitaire, documentait une condition que la science espagnole peinait à comprendre. Une femme de naissance noble dont les instincts maternels avaient été pervertis par la folie, au point de la pousser à vouloir détruire sa propre progéniture. Selon ses observations détaillées, menées sur une période de 3 semaines et conservées dans les archives médicales coloniales, Doña Esperanza présentait tous les symptômes de ce que les médecins antiques avaient nommé furor uterinus, une folie touchant spécifiquement les femmes et se manifestant par des délires violents concernant leurs enfants. Elle parlait de façon cohérente des sujets du quotidien, mais devenait agitée et irrationnelle dès qu'il était question de ses enfants, affirmant que la mort leur serait préférable à l'abandon et au déshonneur social qui les guettait lorsque leur père fonderait une nouvelle famille à Manille. Le témoignage du médecin, livré devant une salle comble qui rassemblait des représentants de tous les niveaux de la société coloniale, confirma que l'évaluation de Carmen sur la menace qui pesait sur les enfants n'était pas seulement exacte, mais également fondée d'un point de vue médical. La complexité juridique de l'affaire Carmen dépassait largement les simples questions de culpabilité ou d'innocence pour toucher au fondement même du droit naturel face au droit statutaire colonial, un dilemme qui occupait les juristes espagnols depuis la conquête des Amériques. Les conseillers juridiques de la couronne, s'appuyant sur les précédents établis par le grand théologien Francisco de Vitoria à l'université de Salamanque, s'efforcèrent de répondre à une question cruciale. La loi divine, qui commandait la protection de la vie innocente, pouvait-elle primer sur la loi humaine, qui exigeait l'obéissance absolue des serviteurs envers leur maître? L'avocat de Carmen, le licenciado José de Goitia y Velasco, formé dans cette même université, fonda sa plaidoirie sur le principe de estado de necesidad, une doctrine juridique autorisant des actes illégaux lorsqu'ils visaient à prévenir un mal plus grand. Ses mémoires éloquents, conservés dans les archives judiciaires coloniales, soutenaient que Carmen avait agi comme tout chrétien raisonnable l'aurait fait face à la preuve crédible d'un infanticide imminent, et que ses origines raciales étaient sans pertinence dans ce calcul moral. L'accusation, dirigée par l'avocat du roi, le docteur Miguel de Berrio y Zaldívar, rétorqua qu'accepter les actes de Carmen reviendrait à saper l'ordre social tout entier, en incitant les serviteurs à juger et défier leur maître selon leur propre interprétation du devoir chrétien. À mesure que les témoignages prenaient fin et que le tribunal se retirait pour délibérer, les rues de Puebla se transformèrent en champ de bataille d'opinion publique, révélant les tensions profondes qui bouillonnaient sous la surface de la société coloniale. Selon les récits contemporains conservés dans les archives municipales, l'élite espagnole de la ville soutenait majoritairement une punition sévère pour Carmen, considérant ces actes comme un dangereux précédent, susceptible d'inspirer des rébellions parmi les populations indigènes et africaines qui formaient la base du travail colonial. En revanche, une large partie de la population, artisans, petits commerçants, et même certains membres du clergé inférieur, fit de Carmen une héroïne populaire dont le courage transcendait les barrières artificielles imposées par le système des castes. Des pétitions en faveur de la clémence, signées par des milliers d'habitants et conservées dans les archives ecclésiastiques, inondèrent les bureaux des autorités civiles et religieuses, tandis que des veillées de prière se tenaient chaque soir à l'église de San Francisco, où Carmen avait d'abord confessé ses actes. L'intensité de ce mouvement de soutien convainquit les fonctionnaires coloniaux que leur verdict aurait des conséquences bien au-delà du destin d'une simple femme mulâtresse. Mais aucun des juges ne pouvait anticiper que leur décision transformerait non seulement la vie de Carmen, mais aussi l'ensemble du cadre juridique régissant les relations raciales dans l'Amérique espagnole. Le procès de Carmen Rodriguez mit à nu les profondes fractures raciales et sociales qui, depuis plus de 2 siècles, couvaient sous la façade soigneusement entretenue de la société espagnole coloniale. Selon les récits contemporains conservés dans les lettres de Fray Antonio de la Rosa, chroniqueur de l'ordre franciscain de Puebla, la ville se retrouva littéralement divisée en 2 camps irréconciliables, reflétant les contradictions fondamentales d'une société fondée sur la subjugation des peuples africains et indigènes, pourtant largement majoritaires face à leurs maîtres espagnols. Les quartiers aristocratiques autour de la cathédrale devinrent des bastions d'opposition à Carmen, où les familles fortunées se réunissaient dans leurs salons ornés pour dénoncer ce qu'elles considéraient comme un défi dangereux
à l'ordre naturel établi par Dieu et maintenu par la couronne espagnole. Don Carlos de Mendizabal, l'un des encomenderos les plus riches de Puebla, organisa des campagnes de pétition exigeant l'exécution immédiate de Carmen, arguant que toute indulgence encouragerait des actes similaires de rébellion parmi les centaines de milliers d'esclaves et de travailleurs indigènes dont le labeur soutenait l'économie coloniale. Ces nobles espagnols, dont les ancêtres avaient conquis le Mexique par la violence et la trahison, se présentaient désormais comme les défenseurs de la civilisation chrétienne face au chaos inévitable qui, selon eux, surgirait si les serviteurs se voyaient autorisés à juger leurs maîtres. En contraste saisissant, les quartiers populaires de Puebla avaient adopté Carmen comme un symbole de courage moral transcendant les barrières artificielles imposées par les catégories raciales espagnoles. Selon les rapports de police déposés par l'alcalde mayor et conservés dans les archives municipales, d'immenses foules se rassemblaient chaque soir sur la Plaza de Armas pour prier en faveur de l'acquittement de Carmen et partager leurs propres récits d'expérience avec des maîtres abusifs qui avaient échappé à la justice grâce à leur sang espagnol. Les artisans indigènes qui façonnaient les poteries et textiles réputés de Puebla, dans toute la Nouvelle-Espagne, voyaient dans les actes de Carmen la confirmation de leur propre intelligence et de leur capacité morale, tandis que les boutiquiers métis et les artisans mulâtres comprenaient que son destin déterminerait si les personnes d'ascendance mixte pouvaient un jour espérer atteindre une véritable dignité dans la société coloniale. L'intensité émotionnelle de ces rassemblements alarma les autorités espagnoles qui rapportèrent à Mexico que l'affaire Carmen avait éveillé une dangereuse conscience parmi la population non espagnole quant à ses propres droits et capacités. Des marchands ambulants commencèrent à vendre de petites figurines d'argile représentant Carmen, protégeant 4 enfants, tandis que des baladins composaient des chansons célébrant son courage, lesquelles se répandirent dans tout le centre du Mexique plus vite que les dépêches officielles. L'Église catholique se retrouva divisée de l'intérieur par des questions théologiques qui frappaient au cœur de la doctrine religieuse coloniale. Selon les archives épiscopales, l'évêque Juan Antonio de Lardizabal subissait de fortes pressions de la part du clergé conservateur, qui exigeait la condamnation de Carmen, et de prêtres progressistes, qui affirmaient que ces actes incarnaient la vertu chrétienne dans sa forme la plus pure. Le père Francisco de Ajofrín, qui avait recueilli la première confession de Carmen, prononça une série de sermons soutenant que Dieu choisissait souvent les humbles et les méprisés pour accomplir ses plus grandes œuvres, citant des précédents bibliques allant de Moïse à Marie-Madeleine. Cependant, le chanoine de la cathédrale, le docteur Pedro de Villegas, répondit par des homélies tout aussi passionnées sur l'origine divine de la hiérarchie sociale et les dangers spirituels qu'impliquait l'encouragement de la désobéissance parmi les classes inférieures. Le différend théologique devint si intense que l'Inquisition ouvrit une enquête préliminaire sur l'orthodoxie des 2 prêtres, tandis que des laïcs catholiques, à travers Puebla, se disaient troublés et confus par les messages contradictoires entendus depuis leur chair. La controverse atteignit une telle ampleur que l'archevêque de Mexico dut publier des directives officielles sur la manière dont les prêtres de paroisse devaient aborder l'affaire dans leurs sermons. Peut-être plus significatif encore, l'affaire Carmen avait éveillé des débats intellectuels parmi les érudits coloniaux et les professeurs d'université, remettant en cause les postulats fondamentaux sur la race, l'intelligence et la capacité morale qui sous-tendaient l'idéologie coloniale espagnole. Selon une correspondance conservée dans les archives de l'Université royale de Mexico, des intellectuels créoles éminents tels que le docteur José Antonio de Alzate y Ramírez avaient commencé à faire circuler des traités affirmant que la connaissance sophistiquée de la médecine et de la psychologie démontrée par Carmen prouvait des capacités que la théorie raciale espagnole jugeait impossibles chez les personnes d'ascendance africaine. Ces écrits, soigneusement enveloppés dans un langage religieux pour éviter les accusations de sédition, représentaient la première remise en cause systématique du racisme pseudo-scientifique qui justifiait l'exploitation coloniale. Des observateurs étrangers, notamment des voyageurs français et anglais, dont les récits sont conservés dans les archives diplomatiques européennes, notèrent avec stupéfaction qu'un procès d'esclave colonial avait engendré des débats philosophiques dignes des universités européennes. L'affaire avait largement dépassé les questions de culpabilité ou d'innocence pour devenir un référendum sur l'ensemble du système colonial espagnol, avec des implications qui s'étendaient des Philippines au Pérou. Alors que les juges se préparaient à rendre leur verdict,
Ils comprenaient que leur décision allait soit renforcer la hiérarchie raciale qui soutenait la domination espagnole, soit fissurer les fondations idéologiques sur lesquelles reposait tout leur monde. Le 15 avril 1742, exactement 17 jours après la confession dramatique de Carmen à l'église de San Francisco, le tribunal colonial rendit un verdict qui résonnerait dans tout l'Empire espagnol et établirait des précédents juridiques qui perdureraient jusqu'à l'époque des indépendances. Selon le jugement officiel conservé dans les archives de la Real Audiencia, la Cour déclara à l'unanimité que Carmen Rodriguez avait agi sous un estado de necesidad extrema, une nécessité extrême, pour protéger des vies chrétiennes innocentes d'un danger mortel imminent, et que ses actions manifestaient une vertu transcendant toute considération de race ou de position sociale. Le langage solennel du verdict, lu à voix haute sur la Plaza Mayor devant une foule de plus de 3000 spectateurs, affirma que Carmen avait démontré prudencia, fortaleza, templanza et justitia, les 4 vertus cardinales de la théologie catholique, à un degré qui surpassait le comportement de nombreux chrétiens de rang supérieur. Plus remarquable encore, le tribunal ordonna qu'elle reçoive la pleine liberté juridique, le droit de posséder des biens et la reconnaissance officielle en tant que persona de mérito exceptionnel, dont le témoignage serait accepté devant toute cour coloniale. La réaction de la foule, décrite par les témoins comme un mélange de larmes, d'acclamations et de chants d'hymnes spontanés, démontra que le verdict avait touché quelque chose de profond dans la conscience coloniale, bien au-delà des faits spécifiques de l'affaire. Les suites immédiates du verdict transformèrent la vie de tous ceux qui étaient liés à l'affaire, illustrant les profonds changements sociaux qui commençaient à bouillonner sous la surface de la société coloniale. Don Sebastián de Mendoza, rentré précipitamment de Manille après avoir appris la nouvelle de la crise, s'agenouilla publiquement devant Carmen dans la cour principale du manoir pour la remercier d'avoir sauvé la vie de ses enfants. Un geste si inédit qu'il scandalisa les familles espagnoles conservatrices tout en inspirant les libéraux de toute la Nouvelle-Espagne. Selon son testament révisé, déposé auprès des notaires coloniaux et conservé dans les archives familiales, Don Sebastián accorda à Carmen un vaste domaine, pourvu à son éducation, et établit un fonds fiduciaire qui lui permettrait d'ouvrir la première école de Puebla, spécifiquement destinée à instruire des enfants de toutes origines raciales. Doña Esperanza, confiée aux soins compatissants des religieuses du couvent de Santa Monica, recouvra peu à peu sa stabilité mentale et reprit finalement une relation prudente avec ses enfants, tout en insistant pour que Carmen demeure leur principale gardienne. Quant aux 4 enfants eux-mêmes, selon les témoignages contemporains, ils développèrent un lien indéfectible avec la femme qui avait tout risqué pour les protéger, et leurs réalisations ultérieures, Sebastián, devenu marchand refusant de trafiquer des esclaves, Miguel Ángel, prêtre militant pour les droits indigènes, et les jumelles fondatrices d'institutions caritatives, reflétèrent l'éducation morale qu'ils avaient reçue de leur improbable sauveuse. Les précédents juridiques établis par l'affaire Carmen se répandirent dans toute l'Amérique espagnole comme un feu intellectuel, inspirant des dizaines de cas similaires où des personnes d'ascendance africaine ou indigène contestèrent avec succès, devant les tribunaux coloniaux, les actes de leurs supérieurs espagnols. Selon les historiens du droit qui ont étudié ce phénomène, la doctrine Carmen devint une référence standard dans les affaires impliquant des conflits entre la loi naturelle et la loi coloniale, érodant peu à peu le caractère absolu de la hiérarchie raciale qui paraissait jusque-là inébranlable. Les facultés de droit, de Lima à Guatemala, commencèrent à enseigner des cours analysant l'affaire comme exemple de la manière dont la vertu chrétienne pouvait transcender les barrières sociales artificielles, tandis que les séminaires théologiques intégrèrent l'histoire de Carmen dans leurs discussions sur la théologie morale et la justice sociale. La couronne espagnole, d'abord alarmée par les implications du verdict, reconnut finalement que le précédent Carmen renforçait en réalité la stabilité coloniale en offrant des voies légales pour traiter les abus les plus flagrants du système de caste, tout en préservant sa structure de base. Cependant, l'effet à long terme fut plus révolutionnaire que les officiels espagnols n'auraient jamais pu imaginer. À l'époque des mouvements d'indépendance au début du XIXe siècle, l'affaire Carmen était régulièrement citée par les intellectuels créoles, comme preuve que les théories raciales espagnoles manquaient à la fois de fondements scientifiques et moral. Carmen elle-même vécut jusqu'en 1784, mourant à l'âge de 67 ans, entourée des 4 enfants qu'elle avait sauvés
désormais des adultes accomplis qui attribuaient leur réussite à l'éducation et aux conseils moraux qu'elle leur avait prodigués tout au long de leur vie. Selon sa nécrologie publiée dans la Gaceta de Mexico, elle avait utilisé sa liberté et ses ressources pour fonder non seulement des écoles, mais aussi des cliniques médicales où elle pratiquait les arts de guérison traditionnels qui lui avaient permis de sauver les enfants Mendoza. Ces méthodes, combinant la connaissance botanique indigène et la théorie médicale européenne, influencèrent une génération de médecins coloniaux et contribuèrent à l'élaboration d'une approche distinctement mexicaine de la médecine, qui persista bien après l'indépendance. La maison de la Cale Real de San Francisco devint un lieu de pèlerinage pour ceux confrontés à des choix moraux impossibles, tandis que le sous-sol où elle avait caché les enfants fut préservé en tant que mémorial du pouvoir de la conscience individuelle à défier l'autorité injuste. Plus significatif encore, l'histoire de Carmen s'intégra aux traditions orales des communautés afro-descendantes du Mexique, transmises de génération en génération comme preuve que leurs ancêtres avaient non seulement eu la force d'endurer l'esclavage, mais aussi la sagesse et le courage de le transcender. Son héritage nous rappelle que les changements historiques les plus profonds naissent souvent de personnes ordinaires qui, placées devant des choix extraordinaires, découvrent des réserves de courage qu'elles ignoraient posséder. L'affaire de Carmen de Puebla nous force à affronter des vérités inconfortables sur la manière dont l'histoire juge l'héroïsme et la cruauté. Voici une femme qui commit ce qui semblait être un crime impensable, enterrer vivant 4 enfants, et dont les actes sauvèrent pourtant ces mêmes vies, tout en obligeant un empire entier à reconsidérer ses croyances les plus fondamentales sur la valeur humaine et l'autorité morale. L'histoire de Carmen nous rappelle que les actes de courage les plus profonds se présentent souvent sous les dehors de la folie apparente, et que parfois, le plus grand amour exige d'infliger une souffrance temporaire pour prévenir une tragédie irréversible. Ce qui est arrivé à ceux qui étaient impliqués nous révèle tout sur le pouvoir transformateur de la conscience individuelle. Don Sebastián abandonna ses projets de nouvelle vie à Manille et se consacra à faire en sorte que l'héritage de Carmen perdure à travers l'éducation et la réforme sociale. Les 4 enfants grandirent pour devenir des défenseurs de la justice, qui passèrent leur vie à combattre le même système d'oppression raciale qui avait autrefois défini leur monde. Doña Esperanza retrouva sa santé mentale et consacra ses dernières années à s'occuper d'autres femmes souffrant de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme une grave dépression post-partum et des maladies mentales. Même les juges qui entendirent de l'affaire finirent par établir des précédents juridiques qui démantelèrent progressivement les hiérarchies raciales rigides de l'Amérique espagnole coloniale. Mais peut-être que l'impact le plus durable de l'histoire de Carmen réside dans sa démonstration que des personnes ordinaires, indépendamment de leur race ou de leur position sociale, possèdent la capacité d'un courage moral extraordinaire lorsqu'elles sont confrontées à des choix impossibles. Ces actions ont semé des graines qui allaient finalement éclore dans les mouvements d'indépendance qui balayèrent l'Amérique latine 70 ans plus tard, lorsque les intellectuels créoles citèrent son cas comme preuve que les théories espagnoles de supériorité raciale étaient à la fois scientifiquement et moralement faillies. Pourtant, des mystères subsistent et ne seront peut-être jamais totalement résolus. Comment Carmen a-t-elle acquis une connaissance aussi sophistiquée de la pharmacologie et de la psychologie humaine? Avait-elle des complices parmi la communauté indigène qui l'ont aidée à planifier et à exécuter une opération aussi complexe? Et, plus intriguant encore, qu'est-il advenu des journaux détaillés qu'elle tenait documentant la détérioration de l'état mental de Doña Esperanza, des documents que les autorités coloniales affirmaient avoir examinés mais qui n'ont jamais été retrouvés? Dans aucune archive. Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé Carmen à tout risquer pour des enfants qui n'étaient même pas les siens? Avez-vous déjà été confronté à un choix moral où faire ce qui est juste exigeait de briser la loi? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du vrai courage face à des obstacles impossibles. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car nous allons plonger en profondeur dans d'autres cas où des personnes ordinaires ont accompli des choses extraordinaires qui ont changé le cours de l'histoire. Et n'oubliez pas de consulter notre playlist des mystères de l'époque coloniale qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le passé. Parce que parfois, les histoires les plus importantes sont celles qui nous mettent le plus mal à l'aise.